Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant d'aborder la question de ce jour, S'abonnez-vous. merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Février, c'est un mois de l'amour. Nous savons, le 14 février, ça sera la Saint-Valentin. Bon nombre de personnes vont demander à leur partenaire en mariage, des demandes en mariage, vont faire des déclarations folles, comme par exemple ce monsieur. Tu as une beauté ariampantante et dériampantante. Tu es la plus belle des beautés de mon existence. Sur ma position philosophique, tu as une beauté transcendantale. Il m'a paru donc nécessaire d'aborder avec vous, en ce mois de février, les questions relatives au régime matrimonial. Pour ceux qui ne le savent pas, un régime matrimonial peut être défini comme un ensemble de dispositions légales, c'est-à-dire découlant de la loi, mais également conventionnelles, découlant d'un contrat entre deux personnes, qui ont pour but de régler les rapports patrimoniaux entre les époux. Alors, cet ensemble de dispositions vont répondre à diverses questions, notamment le statut d'époux, à quelles conséquences sur le bien, sur le sort des biens détenus avant le mariage ou après le mariage, et ainsi que le passif, qui doit gérer les biens et sous quelles conditions. Et ces dispositions vont également traiter la question sur les intérêts des époux lors de la dissolution du régime matrimonial. Alors, j'aimerais vous rappeler que le mariage, c'est d'abord un fait. Les gens vont se marier, c'est quelque chose de factuel. Mais également un contrat. Même si dans ce dernier cas, il arrive que certains couples ne signent pas un contrat. Mais ne vous inquiétez pas. Dans ce cas, c'est le Code civil qui s'en occupe. C'est-à-dire, ils seront soumis aux règles prévues dans le Code civil. C'est pourquoi je conseille toujours aux couples, aux futurs couples, de toujours signer un contrat, de toujours prévoir quelque chose dans leur contrat, parce que le destin, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, tu peux beau aimer quelqu'un comme un fou, mais on ne sait pas. Il peut avoir la mort, comment anticiper sa succession. Il peut avoir aussi un divorce. Tout ça a des effets très complexes. C'est pourquoi je conseille toujours aux futurs époux de signer un contrat de mariage. Il n'existe pas un seul régime matrimonial, il en existe plusieurs. C'est pourquoi la loi reconnaît aux futurs époux la liberté des conventions matrimoniales. C'est-à-dire que ces derniers ont la liberté de choisir le régime matrimonial de leur choix, mais également d'apporter des modifications au régime prévu déjà dans le Code civil, sous le respect de l'ordre public, mais également des bonnes mœurs. Mais avant toute chose, peu importe le choix fait par les époux, peu importe le régime matrimonial choisi par les époux, ces derniers doivent respecter ce que l'on va appeler le régime primaire. C'est un régime qui s'applique à tous les époux, peu importe le régime matrimonial choisi. Ces règles sont d'ordre public. D'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger par une disposition contractuelle. C'est-à-dire que les époux ne peuvent pas, dans leur contrat de mariage, prévoir une règle qui va aller à l'encontre des règles issues du régime primaire. Voilà. Donc, ce régime primaire est prévu aux articles 214 à 226 du Code civil. Il a pour but de protéger la famille contre les actions qu'un époux pourrait poser. Ces règles vont traiter notamment les questions relatives au logement de la famille, aux charges du mariage, l'exercice de la profession, l'autonomie bancaire des époux et la gestion des crises. Donc, s'agissant du logement de la famille, l'article 215 alinéa 3 interdit à l'époux, même propriétaire du logement de la famille, de vendre le bien, même le contenu, c'est-à-dire par exemple les meubles de la maison. L'époux propriétaire ne peut pas procéder
à une session sans avoir au préalable le consentement de l'autre époux. Impossible. Impossible. Mais vous savez, il y a une limitation à ça, c'est que cette protection qui est prévue par l'article 215 alinéa 3 du Code civil n'empêche pas les hypothèques légales. Ça, on en verra plus tard lorsqu'on va aborder avec vous la question relative aux hypothèques. Ça n'empêche pas non plus que le créancier du monsieur saisisse le logement de la famille, sauf si le monsieur a pris un acte devant le notaire d'insaisissabilité, a fait une déclaration d'insaisissabilité du logement de la famille. Sans ça, le logement de la famille peut être saisi par les créanciers. S'agissant des charges du mariage, il y a 2 articles à retenir. On a d'abord l'article 214 qui parle de la contribution à la dette et l'article 220 qui parle de l'obligation à la dette. Si on suit la lecture donnée de l'article 214, cet article dit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à hauteur de leurs facultés respectives, à proportion ou à hauteur. Ce qui revient à dire que, comme je l'ai dit d'ailleurs, que je conseille toujours aux époux de prévoir, de toujours signer un contrat de mariage. Parce que là, si on suit la lecture donnée par l'article 214, lorsque votre contrat de mariage ne prévoit pas la contribution aux charges du mariage, par exemple que les époux vont dire que chaque mois, l'un ou l'autre contribue, par exemple, on fait moitié-moitié et tout. Si le contrat de mariage ne prévoit pas cela, ce qui revient à dire que demain, si toi, monsieur, tu gagnes, disons, 3 000 € par mois et que tu contribues à hauteur du mariage par mois, par exemple, 1 500 €, et que madame gagne 1 000 € et contribue 200 € par mois, si jamais vous divorcez demain, monsieur ne peut pas réclamer à madame une créance entre époux ou encore une récompense sous prétexte que lui, il a plus contribué que madame. Non. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas prévu dans votre convention matrimoniale, dans votre contrat, vous ne l'avez pas prévu. Conclusion, chacun a contribué à hauteur de ses facultés respectives. Voilà, c'est ça. Ça veut dire tout simplement ça, l'article 214. Et ça peut aller plus loin, parce que si chacun doit contribuer à hauteur de ses facultés respectives, ça sous-entend que ça peut aller même jusqu'au logement de la famille. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez, le monsieur par exemple, il a beaucoup d'argent, il peut acheter une maison, et madame n'a pas assez de fonds, qui ne peut pas d'ailleurs acheter une maison, et que monsieur ne va pas dire que, tiens, moi j'ai trop... Non, tu as beaucoup d'argent, tu as contribué à hauteur de tes facultés respectives. Ça rentre même dans le cadre du logement de la famille parce que ça fait partie aussi ça peut faire partie des charges du mariage. C'est pourquoi il est toujours important aux couples ou aux futurs époux de toujours signer un contrat de mariage, de toujours prévoir certains mécanismes parce qu'on ne sait jamais. S'agissant de l'obligation à la dette, c'est-à-dire prévu à l'article 220 du Code civil, cet article prévoit que l'un des époux peut passer seul un contrat qui a pour objet l'entretien du ménage, l'éducation des enfants. Une dette ainsi contractée oblige l'autre époux solidairement à la dette. Alors, la solidarité n'aura pas lieu si cette dépense est manifestement excessive, eu égard au train de vie du couple, ou encore à l'inutilité de l'opération, ou encore à la mauvaise foi du tiers contractant. Donc si le tiers contractant fait preuve d'une mauvaise foi, en ce moment-là, la solidarité ne tient pas. Mais sans ça, la solidarité tient. C'est-à-dire que si votre femme va contracter une dette quelque part pour payer l'école des enfants,
Même si vous n'avez pas donné votre accord, cette dette vous oblige, vous êtes obligé solidairement, vous et madame, à payer cette dette. Ce qui fait que le créancier, c'est-à-dire votre créancier, peut saisir les biens appartenant au couple. S'agissant de l'exercice de la profession, la loi n'interdit pas aux époux de travailler. Non, pas du tout. La loi n'interdit pas aux époux de travailler. La loi n'interdit pas non plus aux époux de travailler ensemble. La loi n'interdit pas. Mais sauf que dans ce dernier cas, il y a des règles à respecter quand même, mais que nous étudierons plus tard. Je ferai une vidéo spécialement pour ça plus tard. Mais ce que nous allons voir ici, dans cette section de l'exercice de la profession, ce que nous allons voir, c'est les gains et salaires, le sort des gains et salaires. Ici, par gains et salaires, il faut entendre la rémunération ainsi que ses accessoires. Donc, ça peut être le salaire, mais également la prime de travail. Ça peut être aussi les bénéfices commerciaux ou agricoles, etc. Alors là, c'est l'article 223 du Code civil qui pose la règle. Selon l'article 223 du Code civil, l'époux peut disposer librement de ses revenus, c'est-à-dire de son salaire. Mais à une seule condition, l'époux doit d'abord s'acquitter des charges du mariage, c'est-à-dire par exemple payer le loyer, l'éducation des enfants. Une fois que l'époux l'a fait, il peut disposer librement de son salaire. Mais il y a un problème remarquable, notamment avec les couples qui ont choisi le régime de communauté. Parce que nous savons que dans le régime de communauté, les gains et salaires font partie du bien commun. Et si on suit la lecture donnée à l'article 1422 du Code civil, qui dit que l'un des époux ne peut pas disposer des biens de la communauté sans l'accord de l'autre. Donc ça veut dire tout simplement que ton salaire, tu ne peux pas en disposer librement sans que ton partenaire ait donné son consentement. Mais là, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que l'article 223 n'a vocation à s'appliquer que lorsque les salaires n'ont pas été économisés. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous percevez votre salaire, vous économisez, vous mettez quelque part, dès lors que vous l'économisez, ça devient un bien commun. C'est-à-dire pour en disposer, il faut l'accord de l'autre époux. Mais si vous n'économisez pas, vous pouvez en disposer librement avant que ça tombe dans la communauté. C'est ce qu'il faut retenir en fait, là sur l'exercice de la profession. Donc monsieur, si vous avez perçu votre argent et que vous voulez en disposer librement, acquittez-vous des charges du mariage et ensuite faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais si vous économisez l'argent et que vous économisez après-demain, vous souhaitez faire une donation à une tierce personne sans le consentement de votre époux, sachez-le que votre épouse peut demander l'annulation de la donation. Cependant, si vous l'avez fait directement, vous avez perçu votre salaire, vous avez acquitté des charges du mariage, votre salaire, vous pouvez faire une donation à une tierce personne, un don manuel et tout à une personne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir sur ce volet de l'exercice de la profession. Bon, en ce qui concerne l'autonomie bancaire, on va aller très vite. Il faut tout simplement savoir que chaque époux est libre de se faire ouvrir un compte bancaire, dans un compte bancaire ou un compte titre dans un organisme déterminé. Il est libre. L'époux est libre de le faire. Et à l'égard du dépositaire, c'est-à-dire par exemple de la banque, le déposant, c'est-à-dire le couple, l'époux, est réputé être titulaire du compte, donc il peut avoir la disposition de ses fonds même après la dissolution du mariage. Donc ça, voilà, c'est ça, il n'y a pas trop d'ambiguïté là-dessus, voilà. Alors, parlant de la gestion de crise, il faut savoir que c'est un ensemble de mécanismes qui ont pour but de pallier les conséquences d'un désaccord entre les époux
ou encore de la défaillance de l'un des époux. Donc il faut savoir que l'un des époux peut demander une autorisation au juge de pouvoir contracter seul des actes, de passer seul les actes qui, au préalable, allaient nécessiter le consentement de l'autre époux. Mais là, le juge va lui donner l'autorisation de les passer seul. Alors, il faut savoir qu'il y a une limitation à ça, parce que ces contrats que l'époux peut passer seul, ça ne peut toucher que soit ses biens propres ou les biens appartenant au couple, c'est-à-dire les biens communs. Mais il ne peut pas toucher les biens de l'autre époux. Alors, il peut toucher les biens appartenant à l'autre époux que si l'autre époux, c'est-à-dire est hors d'état de manifester sa volonté, c'est-à-dire il est frappé d'une incapacité mentale, ne lui permettant pas de manifester sa volonté. Dans ce cas, son conjoint peut passer des actes en son nom. Voilà, c'est une forme de mandat. Donc il y a ça. Après, il y a aussi l'article 220-1. C'est notamment lorsque un conjoint fait, par son comportement, il met la famille en péril. Et là, le juge peut faire qu'il ne peut plus passer des actes, même concernant son propre patrimoine, il ne pourra plus le faire. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la gestion de crise. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je trouverai un moyen pour vous répondre. À la prochaine. Et surtout, il faut partager. Il faut partager. Sinon, tout celui qui n'a pas partagé la vidéo là, On va lui juger. et si la personne n'est pas contente du jugement, N'a qu'à me arrêter. Mes amis, prenez le téléphone, partagez.